Alors nous allons continuer ce soir à avancer un peu dans cette insaisissable, c'est pas facile à le dire, hein, c'est insaisissable qu'est le corps en regard du discours analytique. Voilà, on a souvent fait le reproche d'ailleurs aux psychanalystes j'ai bien dit le discours analytique, je n'ai pas dit les psychanalystes. On a souvent fait le reproche aux psychanalystes de ne pas prendre en compte le corps. Le corps et ce qui en découle, c'est les affects, par exemple. Alors, il y a bien sûr une réponse qui peut être fournie, mais ça suppose, c'est une supposition, bien sûr. Hein, supposition, c'est comme hypothèse, hein, c'est le latin et le grec. Hein. Ça suppose que on s'arrache, c'est-à-dire qu'on puisse se hisser. Si le mot va bien d'ailleurs, se hisser. On va plutôt prendre un autre mot qui fait un peu peur d'ailleurs. Qu'on puisse hanter le réel. Hanter le réel. H-A-N-T-E-R. Alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que c'est pas une question, hein. Ça peut être même qu'une question. Mais s'il y a question, ben, ça suppose qu'on peut quand même apporter une réponse, sinon il n'y aurait pas de question. Oui, ça suppose de pouvoir suivre. Je suis. Qu'est-ce que je dis quand je dis je suis? Est-ce que c'est le verbe être? Est-ce que c'est le verbe suivre? Qu'est-ce que c'est que ce je qui suit et suité? Eh bien, ça suppose effectivement que l'on suive. Alors, comment on suit ça? On suit ça pas par la pensée. Ce qui fait que, au début du XVIIe, en 1618, 19, 20, le cogito cartésien vient, on peut dire comme ça, protéger les arrières de la pensée. Voilà. Et d'ailleurs, Lacan le fait remarquer dans différents moments, notamment peut-être dans Radiophonie, je ne sais pas, enfin c'est les années 1970 tout ça, hein, donc vous voyez, ça fait déjà 40 ans. Hein. Eh bien, le cogito cartésien, je pense donc je suis, dit Lacan, ne peut pas se concevoir sans la note qu'il adresse à son maître, Beckmann, dont vous connaissez, je dirais, la fin de la citation, hein, au moment de monter sur la scène du monde, je m'avance masqué, larvatus prodeo, je m'avance masqué, prodeo je m'avance, masqué larvatus. Donc le je pense, donc je suis, suppose un autre lieu qui va faire dire ceci, toujours au même Lacan,
je suis ou je ne pense pas, je pense ou je ne suis pas. Ou encore, ou je pense ou je suis. Mais ce n'est pas le ou de ou bien, hein, c'est le ou exclusif. Hein. Le vel, hein, la logique, dans la logique. Et alors là, évidemment, on n'a plus le recours à ces arrières habituelles. Quoi. On est livré comme ça à cette dimension dont j'évoquais, notamment la dernière fois, en commençant, la dimension de l'existence. Bien sûr, il y a Dieu qui rapplique immédiatement, hein, vous savez ça, parce que c'est là qu'il est, hein, lui. C'est là qu'il a été placé, pas lui, c'est nous qui l'avons placé là. Parce que bien sûr, on dit qu'on a été créé à son image, mais c'est nous qui l'avons créé. Hein, il faut prendre ça exactement à 180 degrés. Hein. C'est comme du persécuteur au persécuté, c'est pareil. C'est nous qui l'avons mis là au-dessus de l'échelle. Pourquoi? Parce que c'est notre idéal, bien sûr. Mais si nous l'avons mis là, c'est parce que ça nous sert à quelque chose. Bon, alors, l'existence, donc je laisse de côté vraiment la racine latine, là. Ex, hein, ex, il y a en dehors, mais c'est compliqué parce que c'est pas un dehors qui s'oppose à un dedans. Parce que s'il y a le dehors et le dedans, ben on est à nouveau dans le binaire. Quoi. Alors il y a ce qui est dedans, puis il y a ce qui est dehors. Non, c'est pas comme ça. Ce lieu d'existence, c'est un lieu qui est en fait un moment qui peut advenir, peu, c'est possible, peu s'en faut qu'il ne défaille, mais peu s'en faut qu'il ne faille, comme le dit la langue. Vous voyez qu'il y a le mot faille dedans, hein, qui est aussi bien, de par la résonance latine, fallere, il faut devoir que le faillir de la faille. Alors, ce lieu est un moment qu'on évoquait la dernière fois quand nous parlions ensemble, qui peut advenir. Mais c'est ça notre caractéristique. Ça ne peut advenir que du fait que nous sommes des êtres parlants. C'est ça notre différence avec l'animal. L'animal, il a l'instinct, il sait exactement ce qu'il faut faire, le point précis où il faut agir, par exemple pour tuer un congénère. Il sait exactement. Il n'a vraiment pas à réfléchir, il est mené directement. Nous, on pense, c'est pas pareil. Hein. On pense, et pourquoi on pense? C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Plus exactement, d'où vient la pensée? Eh bien, ça va vous étonner, la pensée vient du corps. Voilà. Mais pas le corps qu'on connaît, dont on a bien besoin, ce bagage qu'on met dans les trains, dans les avions, dans les voitures, etc. Tout ça, c'est le corps habituel qui nous transporte, effectivement. Hein. C'est pas ce corps-là dont je parle, mais pourtant il faut effectivement qu'il marche, parce qu'on est bien ennuyé quand il commence à nous poser des problèmes. Parce que ce corps-là, effectivement, il vient. Sa connaissance vient dans le droit fil du cogito cartésien. C'est les lumières. Hein, celui qui ne se manifeste pas, hein, comme la santé, c'est quand on ne sent pas le corps, ce corps, justement. Le corps dont on essaie de s'approcher, c'est celui de l'existence,
je vais dire encore un petit mot, celui du nouage du réel et du symbolique. Alors bon, il va falloir un peu en dire un peu plus. Hein. Bon. Eh bien, ce corps-là, effectivement, on ne peut pas comme ça le toucher, on ne peut pas l'habiller, on ne peut pas... bon, hein, il n'est pas visible. Alors, qu'est-ce qu'il est possible d'en dire quand même? On s'en approche un peu, on s'en approche même uniquement comme ça, lorsque on prend en compte, et prendre en compte, c'est pas rendre des comptes, hein, à un sachant quelconque, quand on prend en compte ce que Lacan a précisé comme étant cet effet du langage qu'est le signifiant. En disant bien, en précisant bien que le signifiant, qui est radicalement séparé du signifié, le signifiant, ça s'entend. Ça s'entend. Et que derrière tout ça, il y a rapidement la question de la voix qui se pose, la question de la musique, tout ça, hein, ça s'entend. Bon, ça s'écoute pas, ça s'entend. Et alors je vais vous citer une phrase de Lacan de Radiophonie. Là, Radiophonie, c'est en gros, enfin, il fait un jeu de mots au début. Il dit voilà, c'est la Pâques 70 en guise d'œuf. Hein, pour situer un peu la date, parce que moi, c'est assez important les séminaires de Lacan qui sont après 68. Enfin, qui sont 69, 70, 71, 72, 73, 74. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup réveillé. Souvent, je lui fais référence. Alors, le corps, je le cite, hein, à le prendre au sérieux, hein, et d'abord, ce qui peut porter la marque propre, essayez pas trop de comprendre, hein. Ce qui peut porter la marque propre, à le ranger dans une suite de signifiants. Le corps est ce qui peut porter la marque propre, à le ranger dans une suite de signifiants. C'est bien, hein? Dès cette marque, il est support de la relation. C'est du Lacan. On ne peut pas critiquer ça. Hein. Qui j'ai vu aujourd'hui là, sur un journal, un psychiatre. Non, c'est une psychiatre, c'est une femme, ça ne change rien. Hein, de référence. Les cognitivistes, ceux qui savent là. Cognosco. Je connais. Connaissance. Tout qui explique. Alors, elle prenait Dolto, puis effectivement, elle peut tout à fait critiquer Dolto, bien sûr. Parce que Dolto a dit que ceci, Dolto a dit que cela. Elle n'a peut-être pas tort, d'ailleurs, en disant que ce qu'elle a dit, c'était valable il y a 40 ans, que c'est plus là maintenant, je ne vois pas pourquoi, mais enfin bon. Bref. Ça pour montrer qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un dire Lacan a dit ça, etc. Parce qu'on ne peut pas le commenter, justement. C'est ça le signifiant. On ne peut pas le commenter. Ça sonne, ça résonne. Donc c'est ça la marque propre. Hein? À le ranger dans une suite de signifiants. On sent bien qu'il y a quelque chose là. Hein? Je trouve que c'est une étonnante façon
de parler de ta voix qui chante. Comment tu chantes à l'opéra? On chante quoi? On chante, on essaie de chanter. On essaie de chanter quoi? En principe, c'est du signifié, mais c'est pas du signifié du tout, hein, parce que la musique est articulée de telle façon que les grands compositeurs, bon, c'est le bicentenaire de la naissance de Verdi, hein, cette année, en 1813, hein, le 10 octobre 1813, et bien, on voit bien qu'il ne place pas n'importe où telle ou telle voyelle selon la hauteur. Il y a quelque chose, d'une part, qui fonctionne. Hein, pourquoi? Pour avoir vraiment le timbre sur une note qui est sur un aigu, eh ben, il y a évidemment, il faut que ce soit un I, hein, ou un A, puis il faut que la voix soit vraiment au point. Hein. Un O, il y a déjà beaucoup moins de timbre, et puis alors, si on tombe sur autre chose, il n'y en a presque plus, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui c'est que le timbre, c'est la richesse harmonique, hein, c'est la richesse désharmonique dans ça. Il faut une certaine pression, c'est une certaine fréquence pour les faire sonner, puisque c'est des vibrations, hein, le son, c'est une vibration. Hein. Et contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas les cordes vocales qui en vibrant, fabriquent le son, c'est tout ça. Hein. Les cordes vocales, elles viennent, c'est des replis musculaires qui sont à l'intérieur de la glotte, hein, et ça a un mouvement comme ça ouvre et ça ferme. Alors bien sûr, il y a plus exactement, les cordes vocales, c'est les deux extrémités qui se touchent comme ça. Hein. Donc ils vont fermer la glotte ou qui vont l'ouvrir. Hein. Alors bien sûr, ça pourra aller plus ou moins vite, hein. Mais ce qui produit le son, c'est le fait que l'air qui arrive sur le bord des cordes vocales, on va dire le tranchant des cordes vocales, arrive avec une telle pression, hein, que c'est l'air qui va se mettre à vibrer. Comme quand vous soufflez entre deux feuilles, hein, et puis vous émettez un son, c'est pareil. Hein. Eh bien, c'est la pression de l'air qui va donner le son. Donc, il y a quelque chose qui apparaît là, au niveau des cordes vocales. Hein. C'est du larynx. Hein. C'est ça le truc. Hein. Et le son, il va commencer à être fabriqué à peu près au niveau du pharynx. C'est-à-dire, en gros, ça s'appelle le fond de la bouche, là, hein, le pharynx. Et puis après, il va être véritablement établi, suivant l'endroit où il va venir, au niveau du palais. Pour autant qu'il y a trois régions dans le palais qui peuvent être interpellées. Il y a ce qu'on appelle le palais mou qui est à peu près au milieu, ça va donner la voie de fossé. Un palais dur, qui est un palais dur lisse, qui est antérieur. Alors, vous pouvez sentir ça que juste devant, c'est le creux. Hein. Et ça va donner quelque chose qui n'aura pas beaucoup de timbre. Par contre, si ça vient au niveau du palais strié, qui est vers les dents, vers les incisives, tout en avant, il y a des stries, c'est-à-dire quelque chose qui est justement un endroit où l'air qui arrive avec beaucoup de pression va pouvoir vibrer encore beaucoup plus. Ça va entraîner une fréquence très grande, et donc des sons qui vont pouvoir être avoir un timbre important, donc faire apparaître des harmoniques importants, et ben voilà le problème. Le problème c'est, je crois, quand on apprend à chanter, si on veut se risquer à cette affaire-là, hein, bon, c'est la question que je me suis posée, des fois que je me pose, c'est est-ce qu'on a le droit de venir là, de venir faire sonner ça? Parce que ceux qui font sonner ça, c'est les divas. Et les divas, c'est le divin. Bien sûr, c'est le même mot, c'est la langue qui dit ça. Parce qu'on a le droit. Alors on va dire autre chose, on va dire évidemment dans le langage courant, on va dire que par exemple on n'est pas en forme, ou que je sais pas quoi, mais je crois que c'est autre chose. Il y a une sorte de voix surmoïque qui ne se manifeste pas, comme pour Paul de Tarse, mais qui intervient au moment où il faut faire l'exercice d'une certaine manière pour que ça sonne. Hein.
Alors, oui, je reviens à la question du signifiant. Parce que le signifiant, c'est quelque chose qui s'entend. Comme ce que j'essaie de vous dire là, à savoir, ce quelque chose qui s'entend dans la voix qui chante. Et la prochaine fois, je vous donnerai un article que j'ai fait là, au moment des vacances de Noël, là-dessus, qui s'appelle D'où vient la voix, pour une revue, qui est une revue d'un collègue au Brésil. Eh bien, la question importante, capitale chez l'humain, c'est que tout ce que je suis en train de dire, et c'est pas moi qui l'ai évidemment inventé, hein, tout ça c'est lié au fait que, comme je le disais la dernière fois, au commencement est le 3, c'est-à-dire au commencement est le langage. C'est une façon de... On a beaucoup discuté là-dessus, hein, le logos, ce que c'est le langage. Peut-être, mais bon, ça dépend comment on l'utilise. Hein. Si on l'utilise pour nommer, c'est pas ça le langage. Hein. Tel que le langage est pris en compte par l'inconscient. Bon. Alors, je reviens sur cette question du signifiant. C'est-à-dire que quand on n'est plus dans la dimension même du sens, vous voyez que ce que j'ai réécrit au tableau là, qui était déjà au tableau la semaine dernière, hein, j'ai écrit 3 citations, enfin, comme par hasard c'est 3 citations en latin évidemment. Hein. Perinde ac cadaver, hein, je vous disais que c'est quelque chose qui apparaît il y a déjà quelques siècles, hein, puisque c'était la façon dont était décrite ce vœu que font les religieux, qui est le vœu d'obéissance. Ob audire. Ob eir, obéir, ça vient de ob audire. Ob audire, ça va donner ob eir. Hein? En traduction. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre que audire, ça ne veut pas dire écouter, ça veut dire entendre. Je ne m'appuie pas trop sur l'étymologie parce qu'on peut faire bien n'importe quoi. Hein. Je suis pas là pour essayer de parler un peu de cette énigme qu'est l'inconscient, mais c'est pour vous dire que vous pouvez écouter, puis être complètement sourd. Hein. Là, c'est ce qui se passe. Plus vous voulez écouter et comprendre, plus vous êtes sourd, parce qu'on n'est pas dans la dimension du signifiant. Le signifiant, c'est quelque chose qui renvoie inévitablement à ce qui s'entend, c'est-à-dire, si on voulait prendre un peu simpliste, à la dimension du son, et non pas du sens. Donc, le corps dont il s'agit renvoie. Alors, perinda cadaver, c'est-à-dire comme un cadavre. Hein. Et puis alors, juste après, j'ai remis la formule de l'amour, selon l'évêque d'Hippone, à Saint-Augustin. Velle bonum aliqui, en interrogeant, velle, ça veut dire vouloir, bonum, c'est le bien, aliqui, à quelqu'un, à l'autre, hein. Oui. Donc, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que le bien, évidemment. Et puis, l'importance d'interpréter les 2 formules, on pourrait dire les 2 citations dont on vient de parler, à partir de la 3e, de Virgile, les bucoliques, numéro Deus impare gaudet. En la faisant glisser du côté du son, avec Gide dans Palude,
numéro 2, Gaudet, numéro Deus, le numéro 2, Gaudet se réjouit, il me paraît d'être impair. Bon. Mais, évidemment, vous avez bien sûr des théologiens qui ont vu la formule de la Trinité là-dedans. Hein. Bon. Parce qu'il y a Deus, il y a Dieu. Et puis on peut dire toutes sortes de choses, mais si vous glissez là uniquement selon le sens, selon le son, c'est Gide qui d'une certaine façon est le guide, hein, numéro Deus impari gaudet, il n'y a rien à comprendre. Sauf qu'on peut comprendre quand même, mais il faut prendre les choses comme elles apparaissent, là, telles qu'elles sont libellées dans le discours, et donc c'est le numéro 2 se réjouit d'être impair, c'est-à-dire qu'il se réjouit, non pas tellement d'être impair, mais parce que impare en latin, c'est un mot très riche, hein, les parturiantes, ça vient de là, hein. Il y a bien sûr le paré, le pararé, etc. Puis il y a le pario en latin, c'est engendré. Alors vous voyez que rien que dans ce mot-là, impare, hein, il y a cette possibilité d'être engendré. Et puis, dans le même mot, si on voulait un petit peu... alors justement, là, c'est l'histoire du palestrier, si on veut laisser raisonner ça, etc., c'est à la fois engendré, puis l'impair, et puis finalement, c'est engendré à partir du premier impair qui est, et le premier impair qui est, c'est le 3. Je fais un peu du commentaire, parce que j'essaie un petit peu de le dire, mais dès qu'on fait du commentaire, ben, on est à côté, parce qu'il n'y a pas grand-chose à commenter, hein, mais c'est pour montrer que Virgile, évidemment, il n'avait aucune idée de ce qu'on raconte, mais quand même, à ceci près que chez les Romains, quand même, l'impair, c'est pas rien. Ça avait une grande valeur, et une valeur notamment divine. La seule chose, c'est que chez les Romains, c'est le polythéisme, c'est pas le Dieu unique. Hein. Mais néanmoins, il y avait cette dimension de l'impair du côté du divin. Alors, tout ça pour dire que on est bien loin de tout ça maintenant avec les connaissances qu'on acquiert. Hein. On est bien loin. Maintenant, évidemment, il y a tous les gens qui sont capables de vous dire ce que c'est qu'aimer, ce que c'est que vouloir le bien de l'autre. Alors là, ça y va, on en fait des lettres et des lettres. Hein. Évidemment, on n'arrête pas de dire à l'autre qu'elles sont bien, mais ne serait-ce que c'est ce qu'on fait avec ses propres enfants, par exemple. Hein. Et sans doute, c'est vouloir le bien de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que le bien de l'autre? Si on sort de l'opposition entre le bien et le mal, est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Celui qui a eu une jeunesse, une adolescence si débauchée, hein, Saint Augustin, qui un jour a entendu une voix, effectivement. Lui aussi. Mais, moi je soupçonne que ce qui l'a converti, c'est pas la voix qu'il a entendue un jour dans un jardin, là, apprend Élie. Je suppose que c'est la voix de l'évêque de Milan, d'Ambroise, qui était un remarquable. Tu sais, à ce moment-là, on devenait évêque comme ça, hein, on ne passait pas par le séminaire et tout. Hein. Il fallait avoir une certaine notoriété, et puis on se retrouvait évêque. Hein, bien sûr, il ne fallait pas dire n'importe quoi, hein, il fallait avoir la foi, etc. Mais bon, je pense qu'il y avait quelque chose de particulier dans la voix de cet homme qui attirait les foules, il y avait une certaine fascination. Au-delà de la fascination, il devait y avoir quelque chose de particulier. Je crois que c'est ça qui a réveillé
qui a réveillé Augustin. Enfin, c'est une supposition, après tout, prenez-la comme vous voulez, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais j'irais plutôt dans ce sens-là, parce que c'est un peu aussi mon expérience. Voilà. Ambroise. Bon, alors, donc, c'est ce qui s'entend. Donc le corps, en regard de, non pas de la psychanalyse, parce que la psychanalyse, on ne sait pas bien ce que c'est, sinon que c'est une expérience de discours. C'est ce qu'on peut dire. La psychanalyse consiste en une expérience de discours, et donc ce qui compte, c'est le discours. Bon, c'est pas le sale sur moi, etc., le moi, etc., les machins, là, les classifications, les compréhensions, la psychogénèse, tout ça. Ça, c'est la psychologie. Hein. Qu'elle soit superficielle ou des profondeurs, comme on dit, c'est de la psychologie. La psychologie, c'est tout ce qui, c'est intéressant, c'est tout ce qui nous permet de comprendre. Mais ce n'est pas une expérience de discours, la psychologie. La médecine n'est pas une expérience de discours, c'est une expérience de connaissance. On ne va pas demander. Et pourtant, on peut trouver, c'est ce que Lacan a classifié, il a sorti un jour de son chapeau, comme ça, 4 types de discours. Hein. Discours du maître, discours universitaire, discours hystérique et discours analytique. Hein. Bon, en faisant jouer des lettres, etc., c'est ce qu'il a sorti à un moment. Bon, je ne vais pas reprendre ça pour le moment, hein, mais c'est pour un peu dire que cette expérience de discours est importante. Hein. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette expérience de discours, qu'il est possible de quoi? Eh bien, que l'inconscient, sans savoir, sans qu'on puisse dire ce qu'il est, l'inconscient, on ne peut pas dire ce qu'il est, sauf si on considère que l'inconscient c'est du non-conscient. Ça, c'est la connaissance, on le met de côté. L'inconscient, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est. Il est, mais pas au sens de l'être, puisqu'on parle des philosophes. Hein. Il est, et ce que l'on peut dire, c'est ce qu'a fait Freud, c'est ce qu'il en est concernant l'inconscient dans chaque cas. Vous savez, si vous lisez les 5 psychanalyses, vous allez un peu comprendre ce qu'il veut dire. Hein. Il balbutiait, hein, il dit comme il pouvait. Hein. Il a pataugé avec le moulou, alors là il a pataugé. Hein. Beaucoup. Enfin, il y avait de quoi, comme c'était un aristocrate russe, il n'était peut-être pas très à l'aise. Hein, je veux dire, pourquoi pas. Hein. C'est pas simple. Hein. Bon. Et donc, disons que l'inconscient, il est. Hein. Mais c'est pas l'être des philosophes au sens de, autant que je le sache, je ne connais pas parfaitement la philosophie, mais au sens de quelque chose qui est durable, hein. Savoir quelque chose qu'on peut décrire, quelque chose qu'on peut expérimenter, quelque chose qui est dans la science, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire, c'est ça l'être. Hein. On ne va pas retrouver ce qu'il s'agit de trouver en quelque sorte par une démonstration, c'est tout ça l'être. Hein. C'est ce qui est déductible. Hein. L'inconscient ne pense pas, ne juge pas. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est. Oui, c'est ce type c'est pour ça qu'on va parler d'existence, hein, en tant que tel. Hein. Donc, l'inconscient est, et ce qu'il est possible de dire, c'est ce qu'il en est dans une psychanalyse. Dieu sait si c'est pas simple, hein, mais quand on a fait une psychanalyse, on peut penser la sienne, hein, puisque c'est comme ça qu'on va dire, hein, c'est pas, même si c'est pas quelque chose de possessif. Hein. Bien, on peut dire quelque chose du fait qu'à un certain moment, quelque chose nous a comme ça traversé, mais c'est pas du sens. La psychanalyse, comme expérience de discours, elle vise plutôt, bien sûr qu'il faut bien trouver du sens, hein, il faut bien y aller, il faut plonger là-dedans, patauger, etc. Hein, et en veux-tu. Voilà, on en trouve et on veut en savoir encore plus, parce qu'on est fait comme ça. Hein. Mais, parce qu'on a cette demande de savoir, hein, mais pas au sens du savoir, cette demande de connaissance. Pourquoi
pourquoi, parce que, etc. Hein, tout ça. Bon. Mais ce qu'il importe ce que vise la psychanalyse, c'est quoi? Ben, c'est apaiser justement la pensée. C'est-à-dire que tout ce qui circule à très grande vitesse, hein, plus vite que le TGV, hein, en permanence, qui vient nous empêcher d'être dans le présent du présent finalement. Donc, on est toujours soit en retard, soit en général, c'est en arrière, hein, même si on pense qu'on est dans le futur. Hein. Eh bien, ce qui va ce qui peut nous arriver, hein, mais ça ne peut se faire qu'en parlant. Il y a une grande énigme tout ça. En parlant dans un cadre particulier qui est propre à chacun. Hein. C'est pas le psychanalyste qui définit le cadre. Hein. Il est le cadre, oui. C'est pas lui qui définit ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça marche. Donc, l'analysant pense que c'est le psychanalyste qui le définit, ça c'est normal. Jusqu'au moment où ça marche plus comme ça. Hein. Mais le psychanalyste, c'est le cadre. Donc vous voyez, c'est quoi? Hein? Ben, c'est ce qu'il va pouvoir effectivement entendre certaines choses. Hein. C'est rien de plus. Hein. Et puis, comme ça, parlant, eh bien, il y a des choses qui vont s'user. On va user, hein, je vous ai déjà dit ce mot-là. On use, hein, c'est toute la question de... On va retomber à nouveau sur Saint-Augustin, ça, là, hein, sur l'outil et le fruit, hein, c'est-à-dire l'usage, hein, et puis la jouissance. Il faut user des mots, se payer des mots, effectivement, des mots, avec tout ce qu'ils portent comme sens et signification. Il faut les user jusqu'à la corde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre leur sens, mais ça veut dire qu'on va être un peu tranquille. Un peu tranquille avec tout ce qui véhiculait auparavant comme sens, justement, qui venait nous empêcher d'être... qui venait nous barrer, quoi. Ben, c'est le larvatus prodeo, quoi. Hein, qui faisait qu'on était masqué, toujours. Je m'avance masqué. Hein. Là, je ne parle pas du tout de ceux de la communication, hein, c'est-à-dire de cette technique, alors là, pour le coup, qui met, comment je pourrais dire ça, qui déteste la dimension du signifiant. Le signifiant ne peut pas lui rendre, parce qu'il ne déteste rien du tout, le signifiant. Il ouvre à tous les sens, alors, de toute façon. Il n'y a pas un sens précis. Hein. Et la communication, vous voyez bien, c'est communier, hein. C'est pas loin, hein. C'est communier, je ne sais pas pourquoi faire. Hein. Alors, excusez le mot, mais pour baiser l'autre, quoi. Hein. Pour qu'il soit d'accord avec nous. Voilà. Hein. C'est ça, le truc. Hein. Et puis voilà, c'est comme ça que fonctionne, ça ne peut pas fonctionner autrement. Hein. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce que je suis en train d'aborder, là, cette dimension du signifiant, c'est par le biais de cette perspective qui est la voix, hein, la voix, et d'où vient la voix, hein, eh bien, à un mode particulier d'existence, que Lacan, faute de mieux, je crois que c'était le 23 juin, le 23 juin 64, à la fin du séminaire, sur les 4 concepts de la psychanalyse, il dit que la psychanalyse, on peut penser, c'est que ça va conduire à ce qu'il appelle vivre la pulsion. Vivre la pulsion. Vivre, c'est vivre la pulsion. Autrement, bien sûr, il y a la vie qui est indispensable, qui est la vie biologique, hein, physiologique, anatomo-physiologique, hein, dont on va pouvoir découvrir les limites, l'anatomopathologie, hein, l'anatomopathologie, bien sûr. Hein.
Et c'est pas de cette vie-là dont on parle. Hein. Dont je parle, c'est que vivre la pulsion, c'est effectivement être dans... Ben, c'est qu'on ne dirige pas grand-chose. Hein. C'est qu'il s'agit finalement de se laisser... quel mot utiliser? De se laisser peut-être modeler, pourquoi pas, c'est peut-être pas si mal, hein, ça fait penser un peu aux sculpteurs et de se laisser modeler par ce qui nous arrive, mais pas n'importe comment. C'est pas de faire de sa vie une œuvre d'art, comme on entend habituellement. Hein. Ça, Louis Andréas Salomé en savait quelque chose, hein, je vous ai déjà dit ça, hein, c'est pour les 75 ans de Freud, elle lui a resservi. Hein. Alors lui, il a trouvé ça bien, mais ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris grand-chose à ce moment-là. Hein. C'est ça qu'elle lui dit. Elle lui dit que de toute façon, il ne s'agit pas de faire de sa vie une œuvre d'art. Hein. Il s'agit de vivre. C'est pas pareil, de vivre. Et donc, dans cette dimension-là, ben, c'est en référence au signifiant, c'est en référence à l'inconscient, et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne sait rien de la femme et la femme ne sait rien de l'homme. Voilà. Alors là, on va pouvoir au moins être tranquille un petit peu. Alors qu'en permanence, bien sûr, l'homme, il sait ce qui est le bien de la femme, et la femme, elle sait ce qui est le bien de l'homme. Vous voyez, dans quoi elle n'est pas une femme, elle est un homme. Elle est homo, comme dit Lacan, elle est homosexuelle, c'est-à-dire hystérique. Bon, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui.